On ne peut pas laisser des paysans, surtout des petits paysans, qui ne font que faire leur métier, qui ne font que satisfaire ce que demandent les consommateurs en leur offrant des légumes de variétés traditionnelles locales, et en plus en leur vendant des plants de ces variétés qu'on puisse eux-mêmes les cultiver dans leur jardin, parce que chacun produire sa nourriture. Ça peut être un luxe aujourd'hui, j'espère que ça va pas devenir une nécessité, mais quand on regarde dans les pays voisins comme l'Espagne ou la Grèce, on voit aussi que de disposer des semences, de disposer des plants, de disposer d'un peu de terre et d'un peu d'eau, est malheureusement en train de devenir la condition de pouvoir se nourrir de plus en plus de gens. C'est absolument inadmissible qu'on interdise l'accès des jardiniers, l'accès des gens qui veulent cultiver pour se nourrir à la diversité végétale. On veuille les obliger à acheter, alors peut-être pas des OGM, je vois qu'il y a quelques brocheurs d'OGM qui sont ici présents. Merci à vous, grâce à vous, il n'y a pas encore d'OGM cultivé en France. Il n'y en a pas loin, l'Espagne n'est pas très loin. Mais même s'il n'y a pas d'OGM, les semences qu'on nous vend dans les jardineries, pour nous les agriculteurs, dans les coopératives, sont des semences où elles sont elles-mêmes empoisonnées, où elles ne sont pas sans raison. Il faut appeler des choses par leur nom. Des pesticides, ce sont des poisons, il y a de plus en plus de malades. Les premiers malades sont les agriculteurs, les deuxièmes malades sont nous les consommateurs, les troisièmes malades sont les voisins qui utilisent des pesticides comme ils sont épandus. Tout ce qu'on mange pas. Les semences du commerce sont toutes dépendantes. Lorsqu'un petit maraîcher vous vend des variétés traditionnelles, il vous vend le droit de manger certaines choses, le droit de vivre dans des campagnes, dans un environnement où il n'y a pas de vie. Il est inadmissible d'interdire à ces petits maraîchers leur œuvre de sanité publique, une question de santé, et de pouvoir cultiver ces variétés traditionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? Ce sont des maraîchers, des légumes, des ventes sur le marché. On les plants, on leur semence, pour voir. Il leur reste des plants. Chaque année, ils en vendent. Vous ici, les mettre dans votre jardin. Mais il faudrait qu'ils appartiennent à leur activité. Alors oui, des catalogues, il y a le catalogue de la Redoute, il y a les catalogues de toutes les grandes enseignes qui vendent leurs produits, mais là il s'agit d'un catalogue officiel. La police des semences. Alors entendons-nous bien, moi je suis agriculteur. Quand j'achète des semences, je veux savoir ce que j'achète. Nous ne sommes pas opposés à un contrôle de la qualité des semences. Quand nous plantons des semences ou des plants, on a besoin qu'ils poussent. Parce que s'ils ne poussent pas, on n'aura pas de récolte. Et que, donc vous ne mangerez pas, et nous, on ne gagnera pas de quoi nourrir notre famille et manger nous-mêmes. Donc nous ne sommes pas contre le contrôle public du marché. La répression des fraudes devant laquelle nous sommes, je suis un paysan languedocien. J'ai été vigneron pendant de nombreuses années. La répression des fraudes est une conquête populaire avant tout des vignerons. De 1907, c'est pas d'hier. Nous nous sommes battus, ou nos anciens, moi j'étais pas né en 1907, nos anciens se sont battus parce que le négoce vendait du vin fait sans raisin. Ils voulaient un contrôle public pour que le vin ne soit issu que de raisin et non pas de sucre de betterave et autres produits chimiques ajoutés. Nous avons gagné ce contrôle public du marché. Le côté loyal et sain de toute marchandise. Loyal, si je vends du vin, c'est fait avec du raisin. Si je vends un plant de tomate, c'est un plant de tomate. Mais on est d'accord avec ça.
Mais est-ce que pour ça, il faut dépenser plusieurs milliers d'euros chaque fois qu'il y a une nouvelle variété, ou chaque fois qu'il existe une variété locale qui est cultivée par quelques paysans et pas plus, parce que localement elle est adaptée à un terroir, parce qu'elle est adaptée à la demande des consommateurs de ce pays-là, chacun a sa culture et ses besoins. Non, c'est pas possible. C'est trop de bureaucratie, ça coûte trop cher. Et puis surtout, on nous demande de nous conformer, mais alors à des choses qui sont inimaginables. Est-ce qu'un seul de vos enfants est identique à vous-même? Mes enfants me ressemblent. Mes enfants ne sont pas identiques à moi-même. Quand on se multiplie, il y a de la diversité. Il y a un père, il y a une mère. Chez les plantes, c'est pareil. Chez les plantes, chaque fois qu'on utilise une partie de la récolte comme semence, alors ça ne marche pas exactement, il n'y a pas toujours un père et une mère, des fois le père et la mère c'est la même plante, mais il y a quand même deux chromosomes qui se croisent, et il y a toujours de la diversité qui apparaît. Et bien là non, pour aller au catalogue, il faut que toutes les plantes se reproduisent à l'identique. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de sélectionner l'individu élite et d'éradiquer les hors-types. Ça choque quand on dit ça. On a fait ça, un régime politique qui s'appelait le nazisme a fait ça il y a un certain temps. Pour les humains, ça n'a pas marché. Mais ça ne marche pas pour les plantes non plus, et nous ne voulons pas le faire. Alors les semenciers le font. Bon, ils passent leur temps à enlever tous les hors-types et à vendre des plantes complètement homogènes. C'est très bien. Il y a des gens pour l'acheter, c'est les paysans, parce que les supermarchés demandent ça. Ben oui, pour vendre une tomate au supermarché, pour en mettre 6 dans une cagette, la cagette est toujours la même, il faut que les 6 tomates aient la même dimension, qu'elles soient absolument identiques. Pour faire ça, on fait des hybrides F1, ça ne se reproduit pas. Ce sont des plantes stériles, elles ne peuvent pas se reproduire. Vous pouvez semer qu'une fois pour avoir des tomates absolument toutes identiques. Bon, les supermarchés veulent ça, c'est leur problème. Les consommateurs, ils ne veulent pas ça. Et les petits maraîchers, ils travaillent pour les consommateurs. Ils veulent des tomates qui ont du goût. Elles peuvent changer de forme à chaque fois. C'est pas gênant. Elles veulent des tomates goûteuses. Mais les tomates, toutes identiques les unes aux autres, elles n'ont pas de goût. C'est du carton. Et allez manger des cartons dans les supermarchés, venez pas nous empêcher de vendre sur les marchés des tomates ou des plantes de tomates qui sont goûteuses, qui ne sont pas des cartons, qui ne sont pas des clones, qui ne sont pas toutes identiques. Donc ça, c'est la première demande que nous faisons, et c'est pour ça que nos amis sont montés là-haut. En ce moment, depuis le mois de septembre, le Parlement européen est en train de débattre d'un nouveau règlement sur la commercialisation des semences qui autorisera les petits maraîchers, même les petits semenciers, à vendre des semences ou des plantes de variétés qui ne sont pas au catalogue. Alors, on va menacer de 450 € d'amende par variété des petits maraîchers qui font ça, alors que tous les politiques ont reconnu que c'était, passez-moi l'expression, mais une grosse connerie. On ne va pas mettre la biodiversité dans des catalogues, c'est pas possible, et que le Parlement européen lui-même, sur proposition de la Commission européenne, est en train de faire un nouveau règlement pour nous autoriser de manière légale à vendre ça. Donc, nous disons aux gens de la répression des fraudes, arrêtez, vous êtes un petit peu d'arrière-garde, disons, pour être poli. Alors ça, c'est un premier problème très important. Le deuxième problème est l'étiquetage. Et celui-là aussi se discute en ce moment au niveau européen. Parce que ce n'est pas la répression des fraudes qui contrôle les semences. D'abord, ils n'ont plus de personnel. On s'en est rendu compte. Allez chez Spanghero, ça fait peut-être 10 ans que la répression des fraudes n'avait pas trouvé un salarié disponible pour aller voir ce qui se passait. Alors chez Spanghero, on s'est foutu notre gueule. Hein, c'est du cheval vendu pour du bœuf. Mais l'histoire qui arrive derrière, c'est des chevaux malades qu'on nous a foutus dans les cantines scolaires et dans nos spaghettis pour faire des raviolis. Un cheval malade, c'est pas dit que ce soit sain. Ah, mais il n'y avait pas assez de personnel à la répression des fraudes pour aller les contrôler. Je vois là dans l'Assemblée nos amis de Carcassonne, je ne sais pas où ils sont passés, mais ils ne sont pas loin. Il y a un peu plus d'un an de ça,
on a trouvé dans l'usine Monsanto de Trèbes des sacs d'OGM interdits de culture en France. C'est interdit, ils étaient dans l'usine. Où c'est qu'ils ont été produits? Je crois que c'était un représentant de la direction de l'agriculture qui est venu, qui s'est engagé à faire une enquête là-dessus, parce que c'est quand même un problème. On interdit les OGM, on va chez Monsanto, on en trouve. En plus, avec un pesticide interdit, qui a robé la graine. Eh bien, ça fait plus d'un an, ils n'ont pas de personnel disponible, ils n'ont pas pu aller enquêter pour savoir si Monsanto fraudait ou ne fraudait pas. Par contre, quand il faut envoyer 3 salariés perdre une matinée entière sur le marché de la Volanie, alors là, ils ont du personnel. Pour criminaliser l'agriculture paysanne, pour criminaliser les petits paysans, ils ont du personnel. Et en plus, ce personnel-là, mais non, il n'y a pas assez de monde dans la répression des fraudes. Ce sont des employés de l'interprofession semencière. Ce sont les employés des semenciers. C'est-à-dire que ce sont les semenciers qui contrôlent les semenciers. Vous avez dû entendre parler de cet horrible machin qu'on appelle le GNIS, Groupement National Interprofessionnel des Semences. Il n'est plus là. Il y en a un pendant longtemps qui était dans ses bureaux, alors j'ai pas le droit de citer son nom, parce que de toute façon je ne veux pas faire de délation. Mais on en a un qui est spécialisé pour contrôler les petits producteurs de semences. Et ça fait des années. Alors une fois il est ici, une fois il est à Paris, une fois il est à Bordeaux, une fois il est ailleurs. Mais il envoie ses contrôleurs partout. Mais ces contrôleurs sont des salariés des semenciers. Ce ne sont pas des salariés de la répression des fraudes. Et en plus, qu'est-ce qu'ils viennent nous demander, ces contrôleurs? Nous sommes paysans. Nous ne sommes pas semenciers. On vend quelques plants qu'on fait à côté. Il faudrait qu'on paye une cotisation aux semenciers. Il faudrait qu'on paye une cotisation au CNIS, qu'on adhère à l'organisation des semenciers. Non, moi je suis paysan, j'adhère à la Confédération paysanne, ça me suffit, c'est mon syndicat, et c'est pas le syndicat des semenciers qui me défend. Pourquoi? Pour avoir le droit de vendre des plants et des semences, il faudrait payer une cotisation à une organisation de semenciers. Et où on habite. On veut bien déclarer notre activité. On se déclare, on est enregistré à la mutualité sociale agricole, on est enregistré à la chambre d'agriculture, on ne cache pas ce qu'on fait. Mais on ne va pas payer une cotisation aux semenciers qui nous font la guerre. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu leur dire. Ça s'appelle des conflits d'intérêts. Quand une entreprise se contrôle elle-même, ça pose un problème. Quand une entreprise paye elle-même les études scientifiques qui vont dire qu'un OGM n'est pas dangereux, il y a un problème. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et quand le comité d'évaluation de ces études scientifiques, ce sont les anciens employés des mêmes usines qui fabriquent des OGM, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et là, il n'y a pas de lutte contre la fraude. Il y a de l'organisation volontaire de la fraude. Alors vous me direz, vous faites bien beaucoup de bruit pour des petits maraîchers. Mais imaginez-vous que ce règlement européen dont je vous parlais, il est en train de demander de remplacer les contrôles officiels. Alors attendez, c'est un joli mot, c'est bien trouvé. Ils ont appelé ça des autocontrôles sous contrôle officiel. Et oui, c'est ce que fait Spanghero depuis 10 ans. Là, c'est un système de contrôle interne qui fait les papiers comme il faut pour ne pas se faire choper. Là, on appelle ça des qualiticiens. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la qualité de la nourriture. Je vous garantis que quand ils écrivent un papier, la bureaucratie est bien faite. S'il y a fraude, elle est bien camouflée. Ça s'appelle autocontrôle interne. Pour moi, c'est de l'organisation de la fraude. Et le gros problème, c'est que Monsanto ou Spanghero, c'est plutôt l'Ubéry, parce que je ne voudrais pas taper sur les rugbymen. Mettons bien les gens qui sont responsables, ils s'appellent l'Ubéry. Ce sont des gens qui ont les moyens, des qualiticiens, d'avoir des laboratoires d'analyse, de faire des procédures bureaucratiques. Ils gagnent beaucoup d'argent en faisant ça. C'est à peu près comme les gens qui gagnent beaucoup d'argent en spéculant sur la bourse. Ils font, rappelez-vous, la crise financière. Ces gens-là, ils font que du papier. Les grosses entreprises, ils font de l'argent avec du papier. Un petit producteur, est-ce qu'il peut embaucher un qualiticien?
déjà il n'a pas de quoi payer pour embaucher comme il faut les ouvriers dont il aurait besoin. Est-ce qu'il peut se payer des laboratoires d'analyse? Est-ce qu'il peut faire toute cette bureaucratie? Non. Alors il ne peut pas faire son autocontrôle sous contrôle officiel. Mais demain, il n'aura plus le droit de vendre. Donc, à quoi nous assistons? On a compris quand on nous a parlé de privatisation de la Poste, de privatisation de la SNCF, de privatisation de toutes ces choses-là. On était attaché au service public. Là, nous avons un service public de régulation des marchés, de protection des consommateurs, de protection de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire. Il est en train d'être privatisé. Là, je vous explique comment ça se passe pour les semences. Ce sont les semenciers qui contrôlent les semences. C'est une privatisation, c'est l'organisation de la fraude. Et imaginez-vous que quand on va les voir, ces gens-là, mais à titre individuel, ils sont assez d'accord avec nous. Quand on a été voir la Direction nationale de la répression des fraudes, ils nous ont dit, mais les conflits d'intérêts, pour nous, c'est un gros problème. Et ils nous ont promis que la directrice allait nous répondre. C'était début juillet. Nous n'avons pas eu la réponse encore aujourd'hui, mais nous sommes venus la chercher. Voilà, je m'arrêterai. Merci et bravo d'être venus aujourd'hui si nombreux. Alors vous le voyez, le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées est présent aujourd'hui parce que pour nous, les apiculteurs, eh bien, il est très important de conserver ces variétés anciennes car les études l'ont démontré depuis longtemps, si les abeilles n'ont pas une variété de pollen assez importante pour leur nutrition, des maladies vont se développer et leur système immunitaire devient défaillant. Donc il est très important de garder ces variétés anciennes de toutes plantes mellifères, légumes et autres variétés oléagineuses. Et aujourd'hui nous nous battons aux côtés des paysans, de la Confédération paysanne et des autres paysans qui sont présents aujourd'hui pour dire qu'on ne doit pas privatiser les semences, comme on s'est battu aussi aux côtés pour des faucheurs volontaires contre les OGM, on ne doit pas privatiser ces semences qui aujourd'hui assurent la biodiversité. Un petit mot pour vous dire aussi que vous le verrez, c'est passé hier dans la dépêche et demain dans le Monde, un nouvel arrêté sur les épandages aériens a été pris par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Vous le savez, on s'était fortement mobilisé ici en Haute-Garonne en 2012 contre ces épandages aériens. Le gouvernement, dans la conférence environnementale de septembre 2012, avait annoncé la ferme interdiction des épandages aériens. Et aujourd'hui, le nouvel arrêté qui a été pris pendant les vacances de Noël, eh bien, permet toujours de faire ces épandages aériens. Et donc, rien n'a changé. Donc voilà, on a fait un communiqué, on a saisi le ministre, on espère qu'il abrogera son arrêté, qu'il reviendra à l'engagement écrit qu'il avait pris en septembre 2012. Et on est quand même un petit peu échaudé de la manière dont s'est passée la mise en place de cet arrêté, puisque la consultation publique a été faite durant les vacances d'août. On s'en est rendu compte seulement 5 jours avant la fin pour participer, et quasiment aucune des contributions auxquelles nous avons apporté au gouvernement a été reprise. Et aujourd'hui, on voit que les épandages aériens vont continuer à se déverser sur nos régions. Une pensée aussi pour l'outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique, où les épandages aériens sont autorisés pour une dérogation de 12 mois. Donc 12 mois, c'est plus une dérogation, c'est une autorisation annuelle sur les bananiers. Et les apiculteurs, eh bien, on souffre aussi, que ce soit en Outre-mer ou ici en France, des pesticides et des épandages aériens. Je vous remercie. C'est l'occasion pour faire le point sur la situation des OGM en France. Bon, vous savez qu'en Europe, étaient autorisés à la culture 3 OGM, 2 maïs et une pomme de terre. L'autorisation pour la pomme de terre vient d'être annulée. C'est important symboliquement. De toute façon, il n'y en avait aucune de cultivée. Et pour le maïs, il y en a un seul qui est cultivé, c'est le maïs MON 810, les milliers d'hectares qui sont cultivés le sont à 90% en Espagne, et un petit peu au Portugal, et dans quelques autres pays, mais de manière très, très infime. Par contre, en France et dans d'autres pays, il y avait, enfin je parle pour la France, il y avait depuis 2008 un moratoire sur le maïs MON 810, donc pas de culture officiellement d'OGM autorisée. Ce moratoire de 2008 a été cassé une première fois par le Conseil d'État. En 2012, un nouveau moratoire a été pris par le gouvernement
Donc au printemps 2012, à nouveau il n'était pas possible de cultiver cet OGM, Mon 810, ce maïs. Ce moratoire a à nouveau été attaqué par l'Association Générale des Producteurs de Maïs, qui est une branche de la FNSEA, et également par des EARL d'agriculteurs, toutes les deux étant dans la région Midi-Pyrénées et très proches d'ici. En tout cas, le Conseil d'État, le 1er août 2013, a à nouveau annulé ce moratoire, enfin c'est arrêté, on va le dire simplement comme ça. Donc, aujourd'hui, si on pouvait semer du maïs au mois de janvier, eh bien, il y a toute possibilité pour semer du maïs MON 810, donc du maïs transgénique en France. Le gouvernement, dès le mois d'août, le gouvernement du président au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Environnement, qui n'était pas Philippe Martin à l'époque encore, ont déclaré les uns après les autres qu'il n'y aurait pas de maïs MON 810 cultivé au printemps 2014. On attend toujours les arrêtés, les moratoires, enfin, ces diverses choses qui permettront qu'il n'y ait pas de maïs cultivé au printemps 2014. Bon, les faucheurs volontaires et d'autres associations s'emploient à préparer des actions et diverses actions selon chacun leur méthode, hein, pour rappeler au gouvernement, pour aider le gouvernement à prendre la bonne décision. Donc pour l'instant, problème sur le maïs MON 810. Et il y a un deuxième péril, je ne raconte pas l'histoire, mais il y a un deuxième maïs, celui-ci de Pionnier, qui est dans les tuyaux de la Commission européenne et qui est très très près d'être autorisé. Est-ce qu'il le sera avant le printemps 2014 ou non? Ça, on n'en sait rien. Donc, certes, s'il n'y a pas de maïs cultivé, il n'y a pas eu de maïs cultivé, de maïs transgénique cultivé en 2012, enfin depuis 2008, on va le dire, eh bien, pour l'instant, la porte est grande ouverte, hein, et il faut tout ce qu'on se bouge pour qu'au moins ce maïs transgénique ne soit pas cultivé. Il y a bien sûr d'autres brèches, hein, très importantes. Il y a en partie deux brèches importantes. Il y a évidemment les 4,5 millions de tonnes de soja OGM qui entrent dans les ports essentiellement bretons et A7 et qui sont utilisés pour la nourriture animale. Donc il y a une possibilité d'étiquetage des produits issus d'animaux qui sont non nourris avec des OGM. Pour diverses raisons, cet étiquetage est encore très peu utilisé. L'arrêté date de juillet 2012. Et par contre, hein, l'élevage industriel étant évidemment très important, quand vous allez dans un supermarché, que vous n'êtes pas végétarien et que vous achetez une barquette de viande quelconque, il y a dans la mesure où elle n'est pas bio, hein, enfin label AB ou autre, hein, eh bien vous pouvez être sûr, quasiment sûr, que les animaux ont été nourris avec des OGM. Alors, dangereux ou pas, j'en sais rien, c'est pas le débat ici, mais en tout cas, le minimum est qu'on soit informé sur ce qu'on achète. Hein, voilà. Donc, il y a une deuxième porte qui est largement ouverte, qui sont ce qu'on appelle, nous, les OGM cachés, qui sont des OGM obtenus par mutagénèse, qui sont des variétés rendues tolérantes aux herbicides. Donc, c'est le tournesol qui est largement dans les champs, et depuis cette saison, on ne sait pas trop, mais sans doute, il y a aussi du colza. Donc ce sont des variétés rendues tolérantes aux herbicides. C'est compliqué, bon, parce que voilà, c'est beaucoup moins simple que les transgéniques à faire émerger, et on n'a pas non plus de moyens simples de détection de ces variétés rendues tolérantes aux herbicides. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, en particulier dans la vallée du Rhône, hein, dans l'Isère, etc. On en a fait ici quelques-unes à Onde, vers Grenade, des choses comme ça. Mais, bon, curieusement, alors c'est paradoxal ce que je vais dire, on ne cherche pas les procès à tout prix, je parle comme faucheur, hein, mais en tout cas, toutes les actions qui ont eu lieu il y a eu quand même hein, des centaines et des centaines de tonnes de soja polluées dans les ports bretons, ça n'a jamais abouti à aucun procès. Et bon, on a un exemple ici aussi, hein, où finalement les faits ont dit à l'agriculteur, nous on ne porte pas plainte, et s'il y a quand même quelque chose, on te soutiendra financièrement, mais sans apparaître, parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire apparaître, quoi. Alors on les appelle des OGM cachés, tout simplement, ils sont définis dans la directive 2001-18 comme étant des OGM, mais dans la même directive, ils sont exclus de la législation sur les OGM.
C'est-à-dire qu'on n'est déjà évidemment pas du tout satisfait de ce qui se fait pour les OGM transgéniques, mais pour les OGM obtenus par mutagénèse, il n'y a strictement rien à faire, c'est comme toute plante lambda, comme l'expliquait Guy tout à l'heure, il suffit, c'est déjà compliqué, mais c'est long, etc., mais c'est pas notre problème, il n'y a en tout cas, aucune obligation particulière de test, de déclaration, etc., pour ces tournesols et ces colzas résistants aux herbicides. Voilà, donc il y a un combat qui ne s'est jamais arrêté vraiment, mais en tout cas qui s'ouvre pour ce printemps, parce que là c'est crucial. Et j'en termine en disant que si le collectif des faucheurs a un peu disparu de la scène médiatique depuis quelques temps, il bouge toujours, et il se passe beaucoup de choses. Il y a en particulier 2 procès qui sont toujours en cours. Le procès à Colmar suite aux actions sur les essais de vignes OGM de l'INRA, et également un procès qui va être en appel à Versailles bientôt. Enfin, l'action s'était passée à Sorigny, à côté de Tours, justement sur des tournesols, des variétés tolérantes aux herbicides. Donc il y a des procès encore qui continuent. De la directive miel. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a interdit la production d'OGM à côté de ruches, et donc on a pu se battre, les apiculteurs, contre l'implantation de champs OGM, et c'était en Allemagne. Et aujourd'hui, la Commission européenne propose d'autoriser les OGM dans le miel et d'arrêter de mettre l'étiquetage OGM, c'est-à-dire que quand vous achèterez du miel, vous ne pourrez pas savoir si le miel a été cultivé autour de parcelles OGM ou non. Et ça arrange beaucoup les producteurs d'OGM. Et donc on s'est mobilisé au niveau local avec le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées et au niveau national avec l'UNAF. Et nous avons écrit à nos eurodéputés, et nous tenons à vous informer que pour nous il est très important que le consommateur soit au courant de savoir si autour des ruches il y avait des champs OGM, parce qu'on n'en veut pas. Et ça sera après un de nos arguments pour nous battre contre l'implantation des champs OGM autour des ruches. Et nous souhaitons que les eurodéputés ne votent pas dans le sens de la Commission européenne, mais soutiennent la décision de justice qui a été prise par la Cour de justice de l'Union européenne et qui a été approuvée par la Commission environnement. Et pour cela, sur notre site internet, vous retrouverez d'ici quelques jours le vote de chacun des 10 eurodéputés du Sud-Ouest, en espérant qu'ils soutiendront les apiculteurs et les consommateurs. Merci. Une chose au sujet des apiculteurs. Bon, si certes l'UNAF, comme vient de le dire Olivier, va dans le bon sens par rapport à ce qu'on désire nous tous ici, il faut savoir qu'il y a de nombreux syndicats d'apiculteurs professionnels qui souhaitent qu'une chose, c'est que tout ça repasse dans l'ombre et qu'il n'ait pas à étiqueter le miel, circuler, il n'y a rien à voir. Donc il faut le dire aussi. Je m'appelle François Calvé, je suis élu régional. Oui. Je m'appelle François Calvé, je suis élu régional à la région Midi-Pyrénées et élu de l'Ariège et agriculteur bio. Donc d'abord, je voudrais apporter mon soutien aux maraîchers qui sont actuellement qui ont des problèmes avec la répression des fraudes en Ariège comme ailleurs. Pour nous, un certain nombre d'élus, nous sommes dans l'incompréhension complète. Nous avions espéré que le changement, c'était de suite maintenant. Nous espérons qu'avec la nouvelle loi d'orientation agricole, M. Le Foll, ministre de l'Agriculture, tiendra ses engagements. Ses engagements par rapport aux semences paysannes d'abord, à l'autonomie des fermes, par rapport aux OGM, à l'étiquetage et à l'information des consommateurs. Nous avons des projets, vous avez des projets, tout plein d'élus locaux ont des projets d'installation de maraîchers sur des petites surfaces, en circuit court. Comment imaginer que l'apiculture puisse continuer à se développer avec les problèmes qui sont les leurs, les pesticides, les OGM cachés, les OGM dans le miel, dans le pollen. Tout ça, c'est incompréhensible et il n'est pas possible qu'un gouvernement qui se dit de gauche, qui se dit près des consommateurs, qui se dit pour un changement écologique de notre société, puisse ne pas prendre des décisions rapides et fermes par rapport au problème des OGM, par rapport au problème des semences paysannes, par rapport au problème de l'autonomie des fermes. Voilà, je ne rajouterai pas le problème du foncier.
qui est toujours aussi quelque chose qui est dans les tuyaux de la loi d'orientation agricole, mais qui risque de ne pas aboutir tel que nous le voulons. Je voudrais dénoncer aussi un certain type d'agriculture et de lobby qui font qu'on a toujours des importations massives d'OGM, ou aussi bien en Midi-Pyrénées qu'ailleurs, les signes de qualité ne sont pas poussés à exclure les OGM de l'alimentation des animaux. Tout ça, un certain nombre d'élus, avec les associations, ne l'accepteront pas et feront tout pour que la loi d'orientation agricole, si elle ne va pas dans ce sens, sera dénoncée comme le fait que le ministre est encore un ministre de la FNSEA et un ministre de l'agro-industrie. Tout à l'heure. François vient de parler de la loi d'avenir agricole qui a été débattue la semaine dernière au Parlement et qui sera redébattue, on ne sait pas trop quand en fait au Sénat, on ne sait pas s'ils vont oser le faire avant les élections ou s'ils vont le faire après. On croyait qu'ils étaient pressés, puis là il semble que tout d'un coup ils sont moins pressés. Et c'était pas prévu qu'on parle des semences dans cette loi, mais finalement ils en ont parlé. Ils en ont parlé et pour un problème qui pourrait être beaucoup plus inquiétant que celui des contrôles qui nous réunit aujourd'hui. J'espère que si ça se développe, nous serons encore plus nombreux à empêcher que ça se passe. De quoi je veux parler? Vous savez tous que depuis qu'on a des gens dans les laboratoires, on a découvert que dans les animaux, dans les plantes, dans les gens aussi, il y a des petits machins qui s'appellent des gènes. Alors ils ont des outils pour identifier. Ça s'appelle des analyses moléculaires ou analyses génétiques. On met ça dans un réactif. Si ça tourne, on dit « Ah, le gène est là ». Et si ça tourne pas, on dit « Le gène, il n'est pas là ». C'est une preuve scientifique. Bon, c'est la science. Il y en a qui font des OGM, mais on n'est pas content. On est même carrément contre. Et le plus gros problème, c'est que sur les gènes en question, ils vont déposer des droits de propriété. Ça s'appelle des brevets, ça. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un reproduit ce gène, il faut qu'il ait un droit de licence. Et un droit de licence à Syngenta, à Monsanto, à Imagrin, enfin il y en a beaucoup qui déposent des brevets sur les gènes comme ça. Mais la tomate, puisque aujourd'hui on parle de tomate, mais oui, il n'y a pas que des gènes qu'on a fabriqués en laboratoire sur lesquels il y a des brevets. Oui, le gène insecticide du maïs BT, là, le maïs de Monsanto, celui-là il est fabriqué dans un laboratoire, il est artificiel. Vous ne l'avez pas dans vos cheveux, vous ne l'avez pas dans les plants de maïs que vous cultivez vous-même. Sauf qu'il y a une contamination génétique. Là, il peut arriver dans les plants de maïs. Vous savez, avec les abeilles, avec le vent, le pollen de maïs, il va sur des plants de maïs. Mais quand il va sur un autre plant de maïs, il y va avec le gène breveté. Et votre plant de maïs, paf, il appartient à Monsanto. Il n'est plus à vous. C'est terminé. Vous devez payer une licence. Mais sur les tomates, c'est encore pire. Ils ont déposé des gènes, un brevet, sur des gènes qui sont déjà dans les tomates. Ce n'est pas des gènes qu'ils ont fabriqués en laboratoire, c'est des gènes qui sont déjà dans les tomates. Alors, soi-disant, ils ont fait une invention. On ne sait pas pourquoi. En fait, la première invention, c'était pour que la tomate ne pourrisse pas. Une tomate qui ne pourrit pas se conserve longtemps. C'est très intéressant pour les supermarchés parce qu'ils achètent et puis ils vendent beaucoup plus tard. Et c'est embêtant parce que ce qui donne le goût à la tomate, c'est ce qui la fait pourrir. C'est la maturité. Une tomate, elle est bonne quand elle est mûre. C'est tous les protéines qui permettent la maturité qui ensuite font pourrir. Donc si on veut qu'elle ne pourrisse pas, elle est dégueulasse la tomate. Alors celle-là, c'est pas vendu. Mais c'est quand même un gène qui était déjà dans la tomate, il y a le brevet dessus, quoi. Alors maintenant, ils en ont inventé un autre pour la tomate, ils en ont inventé un autre pour le chou brocoli,
Ils en ont inventé un autre pour le melon, ça c'est Syngenta, un melon qui serait à la fois doux et amer. Alors, pas grand monde l'achète, mais ce sont des gènes qui sont déjà dans les melons. Ils en ont inventé un dans les laitues. C'est une entreprise hollandaise qui s'appelle Rixven, qui est propriétaire de ce gène qui permet aux laitues de résister aux pucerons. Si vous cultivez des laitues sous serre, vous savez que les pucerons c'est un problème. Et donc ils sont en train de déposer des brevets sur les caractères et tous les gènes qui sont dans nos légumes, qui sont dans le blé, qui sont dans le maïs, qui sont partout. Et donc demain matin, nous n'aurons plus besoin de ces contrôleurs du CNIS qui viennent nous interdire de vendre. Non, on aura des contrôleurs du même CNIS, parce que ce sera les contrôleurs directement de Syngenta ou de Monsanto qui viendront dire « Mais attends, dans ta tomate, il y a mon gène et tu ne m'as pas payé. » Donc, ou tu payes, ou tu dégages. Non, mais, alors, vous direz, mais c'est bon pour les Américains. On sait bien que Percy Schmeiser, au Canada, il a été condamné parce que son champ a été contaminé par du colza OGM de Monsanto, qu'il n'avait pas acheté, qui est venu, c'est un camion qui s'est renversé, qui a contaminé ses cultures. Aujourd'hui, en Australie, un éleveur qui fait pâturer ses moutons sur des terres bio, en bio, n'a plus le droit de vendre en bio, parce qu'il y a du colza transgénique qui pousse sur ces terres. Parce que ses voisins cultivent du colza transgénique, et les brevets, ils se déplacent pareil. Exactement comme à l'étranger. Donc demain, on va en avoir partout. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi je vous parle de la loi d'avenir agricole? C'est parce qu'au mois de novembre, nos sénateurs, ceux que nous avons élus, ils ont débattu d'un texte qui s'appelle la loi de lutte contre les contrefaçons. Alors oui, moi, quand j'étais petit, c'était les immigrés italiens qui étaient les ennemis. Après, ça a été les Espagnols. Après, ça a été les Arabes. Maintenant, c'est les Chinois. Les Chinois, ils fabriquent des bagnoles ou des machines à laver ou des appareils électroniques. Ils nous les vendent. Ils n'ont pas payé les brevets. Ils vendent des contrefaçons. Chic, on a un nouvel ennemi étranger. Il va régler tous nos problèmes. C'est bien connu que chaque fois que c'est l'étranger qui est à l'origine de nos problèmes, on les résout. Donc on vote une loi contre les contrefaçons des Chinois. Bon. Je peux comprendre les industriels qui n'aiment pas trop qu'on reproduise les produits de leur marque, ça peut s'entendre. Mais attendez, cette loi sur les contrefaçons, elle va s'appliquer à nos légumes, elle va s'appliquer à nos champs de maïs, elle va s'appliquer à nos arbres fruitiers, elle va s'appliquer à nos vignes. Et c'est pas un détail. Parce que chaque fois qu'il y a un gène breveté dans une plante, la plante entière appartient au propriétaire du brevet. Et ça va beaucoup plus loin dans les animaux. Monsanto, il ne s'intéresse pas qu'aux plantes. Il a déposé des brevets sur des gènes qui sont dans le cochon. Il ne les a pas fabriqués, ces gènes. Ils y sont dans le cochon. Ça donne une certaine qualité à la viande. Tous les cochons qui ont ce caractère appartiennent désormais à l'entreprise Monsanto. Ça ne s'arrête pas là. Je vous ai parlé des vignerons. Moi, j'ai fait du vin pendant un certain temps. J'ai fait du vin. Je n'achetais pas des levures industrielles pour faire fermenter mon vin. Il se trouve que quand on travaille à peu près comme il faut, je travaillais en agriculture biologique, il y a ce qu'il faut sur la peau du raisin pour faire fermenter le vin. On n'a pas besoin d'acheter ça. C'est ce qu'on appelle des micro-organismes. Mais vous pouvez déposer un brevet sur un micro-organisme et vendre des levures pour le vin. Bon, il n'y aura pas de contrefaçon, votre concurrent ne vendra pas la même levure parce que vous avez déposé un brevet. Mais ce sont des micro-organismes qui peuvent très bien être dans ma vigne, sur mes raisins et dans mes cuves. Mon vin va appartenir au propriétaire du brevet. Quand on fait du pain, vous avez des paysans boulangers qui viennent sur les marchés, vous faites votre levain, il y a des micro-organismes qui viennent du sol, qui viennent de nos champs. Aujourd'hui, il y a des brevets sur les levures industrielles pour fabriquer du vin, pour fabriquer du pain. Vous avez la même chose pour les ferments lactiques que pour les fromages. C'est-à-dire que demain, vous ne pourrez plus faire ce ne sera pas que les tomates, ce sera les produits fermiers.
seront tous remplis de brevets de l'industrie qui nous interdiront de continuer à faire nos propres préparations. On a beaucoup parlé du purin d'ortie, des préparations naturelles que nous faisons. C'est pas le purin d'ortie, il y en a une autre, ça s'appelle l'huile de Nîmes. C'est un arbre qui a des vertus de repousser les insectes. Quand on fait des préparations avec, les enfants en Inde s'en servent comme vermifuge et personne n'est mort. Ah, mais il y a un brevet sur la substance active de l'huile de Nîmes. C'est une substance chimique. Ah, bien à partir de là, vous ne pouvez plus vendre ça sans rémunérer le propriétaire du brevet. Alors, je vous parle de ça parce que le 4 février, c'est dans pas longtemps. C'est dans 3 semaines. Aujourd'hui, exactement, vos parlementaires, vos députés, ceux que vous avez élus, vont devoir voter sur cette loi sur les contrefaçons. Et alors, quand ça a été au Sénat, quand on parle des semences de ferme, quand on parle de l'agriculture, des animaux d'élevage, etc., du vin, des fromages, les sénateurs, la moitié sont ruraux, ça les remue un petit peu, donc ils avaient proposé un amendement disant que bon, les semences paysannes, les semences de ferme ne sont pas des contrefaçons. Les animaux d'élevage ne sont pas des contrefaçons. Et pareil pour les préparations naturelles. Pourquoi? Parce que si ce sont des contrefaçons, sur simple demande du propriétaire du brevet ou du certificat d'obtention végétale pour les plantes, les douanes, c'est les collègues de ceux de la répression des fraudes, c'est ceux qui s'occupent des contrefaçons, doivent, non pas peu, mais s'il y a une demande des propriétaires du brevet, ils doivent saisir la récolte et elle peut être détruite si le juge le décide. Et pour qu'il y ait une demande de poursuite en contrefaçon, il n'y a pas besoin qu'il y ait la preuve de la contrefaçon. Il suffit qu'il y ait une présomption de contrefaçon. Et après, on va faire des analyses pour vérifier, etc. On va faire des analyses. S'il y a un brevet sur un gène qui existe déjà dans mes tomates, on le trouvera. Et donc, on va saisir ma récolte. Bon, je finis parce que justement, j'arrive à la fin, mais c'est relativement important. Donc, tous ces sénateurs ont demandé qu'il y ait une exception agricole, qu'on n'applique pas cette loi à la production des agriculteurs. Et on leur a dit, mais on va régler le problème avec la loi d'avenir agricole. Mais la loi d'avenir agricole n'a rien réglé du tout, ils n'ont rien voté pour régler ce problème. Donc il vous reste 3 semaines pour aller voir vos députés et leur dire de voter cette exception agricole. Ça serait quand même inadmissible qu'on détruise de la nourriture, qu'on détruise des récoltes uniquement pour rendre de l'argent à Monsanto, Syngenta et tous ces propriétaires de brevets. Contrôle citoyen, on y a trouvé, peut-être ça a déjà été dit parce que je n'ai pas écouté toutes les interventions, on y a trouvé les OGM qui font l'objet du moratoire, c'est-à-dire le Mont 810 enrobé dans une molécule de poncho qui est aussi interdite. Et on a fait venir le service des fraudes et ceci était emballé dans des sacs qui disaient ne peut être vendu, donc c'était pour donner à des agriculteurs, donc c'était pour disséminer des OGM et c'était imprimé en français, non pas en français je crois, en espagnol, portugais, en plusieurs langues. Et bon, l'alibi qu'on nous a donné, c'est que c'était peut-être pour donner au Portugal, par exemple. Et voilà, donc en fait, on nous a répondu que Monsanto pouvait stocker des produits à Trèbes, en France, interdits, dans la mesure où il avait le droit de les distribuer dans d'autres pays, quoi. Donc voilà comment fonctionne le service. Les services des fraudes pour nous protéger d'une interdiction des OGM, d'une interdiction d'une molécule d'enrobage qui est dangereuse pour les abeilles, qui est la même molécule que celle du gaucho, c'est le poncho, et qui est stockée là régulièrement chez Monsanto. Voilà comment se passent les contrôles. Il y a d'autres contrôles qu'on pourrait dénoncer aussi. Il y a un produit en France qui est interdit depuis 12 à 15 ans, je crois. C'est la simazine. Qui est utilisé sur la vigne,
Et ce produit copie les hormones, et le professeur Sultan à la maternité de Montpellier a montré dans une étude qu'il y avait qu'il y avait beaucoup plus de malformations génitales chez les bébés nés à Montpellier que la moyenne nationale. Ça fait une petite dizaine d'années qu'il y a eu cette étude, et donc il a donc demandé cette étude, voyant qu'il y avait un nombre important, et sur 2000 naissances sur une année, il y avait eu 10 fois plus de malformations, micro-pénis chez les enfants, développement des seins chez les filles de 1, 2, 3 ans, qui étaient dues donc à des copies des hormones, et il y avait 40% de ces malformations qui étaient chez les enfants de viticulteurs. Mais ce produit est toujours vendu en Espagne. Alors moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais qu'il était légalement vendu en Espagne. Et donc, il y a quelques mois, j'étais à une réunion organisée par un conseiller général sur la protection des eaux dans la région de Limoux. Et on nous a dit qu'on faisait de l'agriculture raisonnée pour, etc., protéger les ressources en eau, les ressources en eau d'approvisionnement en eau potable des villages. Et il y a un maire qui était là, qui a témoigné qu'il ne pouvait plus distribuer son eau à la Digne d'amont ou d'aval, parce que deux villages voisins, je confonds toujours les deux, et parce que on retrouvait de la simazine qui est interdite depuis environ 15 ans en France. Et pendant un moment, on a dit que cette simazine, on l'a trouvée parce que c'était des résidus de l'époque où elle était utilisée, mais des analyses faites répétées ces dernières années montrent que la courbe remonte, c'est-à-dire plus on s'éloigne de l'interdiction de la simazine il y a 15 ans, plus il y en a maintenant, c'est-à-dire chaque année il y en a plus, quoi. Et donc ce maire ne peut plus distribuer l'eau, donc il est obligé de prendre l'eau dans des villages voisins, distribuer l'eau d'approvisionnement du village parce qu'elle est impropre à la consommation et elle est contaminée par la simazine, entre autres. Et moi j'ai posé la question en disant mais pourquoi, pendant le débat, pourquoi la simazine est autorisée en Espagne et pas en France? Et le responsable de la protection des végétaux s'est levé et m'a dit mais non Michel, elle n'est pas non plus autorisée en Espagne. Elle est vendue pignon sur rue à Figueras, dans une boîte qui s'appelle Cazorla, une autre dont je ne sais plus exactement le nom, Sierra ou un nom comme ça, mais Cazorla c'est sûr, et qui est et où il y a des gens qui viennent s'approvisionner au su et au vu des contrôles espagnols, au su et au vu des services des douanes qui n'ont plus de moyens pour contrôler les douanes, et au vu et au su des services des fraudes. D'ailleurs, il y a un numéro d'envoyé spécial qui a été fait là-dessus, puisque je crois que ça a été porté au service des douanes à Toulouse, et où on a montré qu'on pouvait approvisionner de la simazine. Donc il y a eu dans certaines chambres d'agriculture du Languedoc-Roussillon des achats groupés qui sont distribués dans des cours de chambre d'agriculture. Alors je dirais pas par la chambre d'agriculture, mais en tout cas, il y a des groupements d'achats intelligents, comme vous le voyez, qui se distribuent des produits interdits. Et dans l'envoyé spécial qui a fait le dernier, il y a eu 2 enquêtes là-dessus, un numéro d'envoyé spécial, donc cette émission de télé bien connue. Il y a un maire qui en même temps est viticulteur qui a témoigné en disant mais moi je m'en fous, je m'en vante, je continuerai à aller en chercher. Alors le gars de la protection des végétaux qui était là, lui n'a pas été laxiste sur le sujet, heureusement. Et donc il a porté plainte devant le tribunal administratif. Et ce maire, en même temps viticulteur, a été condamné, et surtout à l'interdiction de se représenter aux élections dans les Hauts-de-Corbière. Donc ça, c'est un point important sur le contrôle. Pour une fois, il y a un contrôle intéressant. Par contre, des camions continuent à arriver. On sait qu'il en est arrivé dans les Hauts-de-Corbière récemment. Continuent à arriver d'Espagne avec ce produit interdit en France et en Espagne. Et voilà l'Europe organisée pour nous protéger, pour
protéger notre agriculture, la santé des consommateurs, etc. Donc on va continuer à se battre là-dessus, voilà, et on va continuer à se battre chez Monsanto et ailleurs pour que les OGM, les enrobages et tout, mais je vois que nos amis de la délégation arrivent, donc on va leur passer la parole. Je voudrais dire qu'on a parlé d'un dernier point là. Pour ceux qui écoutaient France Inter il y a 2-3 jours, j'ai pu le dire à Le Foll, si vous téléphonez à France Inter quand il y a des ministres ou quelqu'un sur lequel vous revendiquez, demandez le droit de suite, comme ça vous pouvez corriger les bêtises qu'ils racontent, voilà. Et donc, je voulais dire qu'on a parlé de la loi d'orientation agricole qui n'est pas sur les semences et sur les OGM ce qu'on souhaiterait, qui n'est pas sur le foncier, comme le disait notre conseiller régional tout à l'heure. Et il y a l'application de la politique agricole commune qui se met en application maintenant, qui n'est pas non plus de notre satisfaction pour un gouvernement, comme on disait tout à l'heure, dit de gauche. Enfin, je ne sais pas si on ose encore le dire. En tout cas, ça va être le premier gouvernement qui a porté à l'Europe le non-plafonnement des aides. Il y a quand même eu un vote de plafonnement ridicule au Parlement qui ne plafonnera que la reine d'Angleterre et le prince de Monaco. Mais la FNSEA a revendiqué dans des groupes de travail qu'on mette des planchers, des petits élevages, c'est-à-dire qu'elle a revendiqué à 30 élevages. Moi j'en faisais à 30 vaches pour les vaches, moi j'en faisais partie, donc on aurait dû ne plus avoir d'aide pour les petits élevages. En fait, la discussion de marchand de tapis fait que les petits élevages vont avoir un plancher de 10 vaches ou de 50 moutons et la FNSEA demande 100 moutons et 30 vaches. C'est une honte, et surtout c'est une honte qu'un gouvernement qui a été porté par des voix de gauche puisse oser être aux ordres de la FNSEA, non seulement pour ne pas plafonner, mais pour saquer les petits éleveurs, les petits élevages. C'est 100 éleveurs à moins de 10 dans mon département de l'Aude, c'est 200 à moins de 30 sur 420 éleveurs de vaches allaitantes, dont un grand nombre en bio. Et c'est 800 dans l'Orne, par exemple, pour donner un autre exemple de département. C'est une honte d'un département qui prend ses ordres chez Belin à la FNSEA. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Catinou, je suis coprésident du réseau Semences Paysannes. Et donc je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait tout à l'heure dans les bureaux de la Directe. Donc on était... Oui, encore plus fort. Ok. Donc on était 5 pour la délégation, avec Michel Mess du réseau paysanne, Semences Paysannes et collectif OGM, anti-OGM 31. Ensuite, pardon, Dominique Massé d'Ariège, Pierre Bess de la région toulousaine et Jean-Jacques Mathieu, Confédération Paysanne de l'Aude. Voilà, donc on était tous les 5 reçus par Madame Dervé, qui est directrice de la Directe, assistée de la personne qui s'occupe des fraudes au niveau régional et de la personne du SRAL, Service Régional de l'Alimentation, qui s'occupe de tout ce qui est phytosanitaire maintenant. Donc on a été reçus à 11h30, on a pu établir les différents points sur lesquels on était déjà venu la voir au mois de mai suite au contrôle, au mois de juin. Et ensuite, on avait été reçu au national, au niveau des fraudes, à Paris, à propos de ce dossier. En gros, ce que l'on a obtenu, c'est le fait qu'un papier écrit nous soit donné aujourd'hui, qui comprend les 4 points suivants. D'une part, ce qui n'est pas du tout ce que les maraîchers ont vécu et ce qu'on a eu aussi comme retour, c'est-à-dire dans les procès-verbaux, c'est-à-dire qu'ils nous démentent formellement le fait qu'il est demandé aux maraîchers d'avoir la carte du CNIS. Avoir la carte du CNIS, le CNIS c'est l'interprofession de la semence, et c'est par le biais d'adhérer au CNIS qu'on a la carte professionnelle pour vendre des semences et des plants. Eh bien, ils nous ont démenti formellement que les agents qui avaient contrôlé les maraîchers
avaient demandé cette adhésion. Donc on leur a dit très bien, nous entendons, mais nous vous demandons de le marquer par écrit. Donc c'est le premier point qu'ils vont nous marquer par écrit. Le deuxième, c'est... Oui, les 4 maraîchers nous avaient demandé de la prendre et je ne sais plus dans quel procès verbal, mais on a un procès verbal où c'est clairement exprimé qu'il faut avoir la carte professionnelle pour pouvoir vendre des semences ou des plants. Même si on est un tout petit maraîcher ou qu'on vend que quelques plants. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait qu'à partir du 1er janvier 2014, ce n'est plus un salarié du CNIS qui a un mandat de la part des fraudes pour faire les contrôles sur les marchés. À partir du 1er janvier 2014, ce sont des agents des fraudes, des GCCRF, qui contrôlent les marchés, avec bien évidemment encore actuellement la possibilité d'être assisté par un expert, l'expert étant du CNIS. Bon, ça, on verra encore après. Mais dans un premier temps, on leur demande de marquer ce qu'ils viennent de nous dire là. Le troisième point, c'est le fait qu'actuellement, ils sont en réflexion pour une révision de ces contrôles et que cette révision, elle se fera malheureusement non seulement fraude, mais aussi SRAL, donc phytosanitaire. Ça, il faut savoir que dans la loi européenne, c'est le plus dur de ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'au-delà de la réglementation commerciale où il y aura peut-être des ouvertures, les points les plus délicats, c'est le sanitaire et le contrôle l'autocontrôle sous contrôle officiel. Donc pour aller dans ce sens-là, c'est clair qu'ils vont faire fraude plus phytosanitaire. Donc maintenant ça s'appelle SRAL, Service Régional Alimentation. Voilà, donc ça ils vont nous l'écrire, on ne sait pas ce qu'il y aura dans leur révision. Et enfin le quatrième point, c'est que nous, on remet en cause le fait que le service officiel de contrôle de tout ce qui est semences et plants soit fait par le CNIS, le Groupement National de l'Interprofession de la Semence, parce que le CNIS est complètement inféodé, ne serait-ce que par son budget, par les multinationales semencières. Et le plus grand exemple, c'était au moment des OGM en France, qui allaient être cultivés en 2006. Et le porte-parole des OGM en France, c'était Monsieur Gracien, qui était le directeur du CNIS. Donc l'interprofession, être le porte-parole des OGM, ça c'est clair que c'est un conflit d'intérêts manifeste. Voilà. Donc le quatrième point qui sera noté dans cette lettre, c'est le fait que nous remettons en cause le fait que le SOC soit un service du CNIS et que nous demandons aux fraudes d'en tenir compte. Voilà. Au départ, nous étions prêts, nous avions vu, nous étions concertés entre nous avant de monter, nous étions prêts à rester dans les bureaux. Et à rester dans les bureaux jusqu'à avoir cette lettre. Je dois dire que Madame Dervé, la directrice du direct, est une femme que j'estime assez droite et en qui, jusqu'à présent, on a eu une relation de confiance. Donc, elle nous a demandé de lui faire confiance et à 16h, la délégation sera reçue dans ses bureaux. Le lapsus. Dans ses bureaux pour remettre en main propre ce courrier que je viens de vous exprimer. Donc la confiance, elle est là. C'est que nous, on a dit d'accord, on ne reste pas dans vos bureaux jusqu'à 16h, mais à 16h, vous nous recevez pour nous donner ce papier. Voilà.